Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre « La première révolution tranquille » avec la sociologue et professeure Céline Saint-Pierre. On vous présente un reportage sur la tradition québécoise des croix de chemin et on parle du livre Georges-Henri Lévesque « Un clerc dans la modernité » avec l'historien Jules Racine Saint-Jacques. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons d'abord traiter d'histoire du Québec et de l'Église par le fait même. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Céline Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Céline Saint-Pierre, vous êtes sociologue de formation, vous êtes actuellement professeur émérite du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, où vous y avez été vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche de 92 à 96. Vous avez été également présidente du Conseil supérieur de l'éducation du Québec de 1997 à 2002 et vous avez été également présidente de l'Académie des sciences sociales de la Société royale du Canada de 2010 à 2011. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de ce magnifique ouvrage intitulé « La première révolution tranquille, syndicalisme catholique et union internationale dans le Québec de l'entre-deux-guerres ». Alors, c'est vraiment de ce thème que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Pouvez-vous d'abord peut-être nous dresser un portrait de la partie de l'histoire que vous analysez dans ce livre? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30? Pouvez-vous nous faire un portrait du Québec dans les années 30? Oui, ce que l'on sait des années 30, dans la plupart des cas, c'est qu'il s'agit d'une période marquée par la crise économique au Canada, aux États-Unis et aussi au Québec, et qui a conduit la population dans une situation de grande pauvreté. Ça a conduit aussi au grand mouvement de colonisation vers le nord du Québec. Ce qu'on sait moins, c'est la deuxième partie des années 30, qui est une période de la deuxième industrialisation, marquée par un développement massif des grandes entreprises manufacturières et de la création d'une classe ouvrière qui est nouvelle dans sa composition et qui va être l'objet, un acteur important pour le développement du Québec. Deuxièmement, c'est que l'organisation sociale change et les élites du Québec, qui sont les élites, les classes sociales, bourgeoisie, petite bourgeoisie, surtout l'Église catholique, sont un peu déstabilisées par l'entrée massive de capitaux américains et de grands patrons américains dans ces entreprises-là, ce qui fait que cette déstabilisation-là va créer une rupture avec ce qui était les années 20, où on était plus dans une population agricole, plus davantage la petite et moyenne entreprise de façon artisanale. Et c'est ce moment-là qui est pour moi assez crucial dans mon interrogation sur la turbulence des années, qui marque les années des années 30. Ces turbulences, vous la décrivez à travers différentes forces qui vraiment vont tenter de s'affirmer durant cette période de notre histoire. Vous faites la distinction entre les forces idéologiques et les forces institutionnelles qui se recoupent d'une certaine façon à travers l'histoire. Pouvez-vous nous les présenter? Quelles sont ces forces idéologiques et ces forces institutionnelles qui essaient de gagner du terrain et de l'influence durant cette période? Alors, les grandes idéologies sont d'un côté, on va retrouver du côté de l'Église catholique et du syndicalisme, vont se mettre en place les grandes organisations syndicales, la CTCC notamment, qui est une centrale syndicale catholique. Alors, il y a d'un côté la petite bourgeoisie, l'Église catholique et le syndicalisme catholique qui défendent un nationalisme économique, qui défendent aussi une identité catholique et une langue française. Et de l'autre côté, il y aura principalement les grandes entreprises américaines qui sont là, mais qui questionnent la forme de développement. C'est le libéralisme économique qui va être l'idéologie prégnante pour toute la Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 60 et après.
Et c'est beaucoup autour des partis politiques, comme le Parti libéral, qui se retrouve plutôt du côté du libéralisme économique. Mais les acteurs qui vont apparaître à ce moment-là, classe ouvrière et bourgeoisie industrielle, dans le mouvement syndical, il y a une idéologie très importante qui va se développer dans les syndicats internationaux qui sont au Québec depuis les années 1900, fin du 19e siècle, qui prend le nom de démocratie industrielle. Et ces idéologies-là vont se confronter et ça va être le terrain très fertile pour analyser justement ce tumulte qui est en train de se produire et qui nous mène à penser qu'il s'agit d'une rupture avec la tradition, avec le paysan, le monde rural. L'Église catholique reste toujours présente. Il y a des forces traditionnelles qui restent présentes, mais qui sont obligées de changer de terrain, de changer d'orientation. Et il y a l'entrée massive des capitaux américains qui fait qu'on devient une nation dominée sur le plan économique. Et c'est l'enjeu, c'est le contrôle du développement économique et ses orientations qui vont devenir ça va être l'enjeu d'un terrain de jeu entre les forces traditionnelles, les forces modernes, et le syndicalisme va être vraiment le cœur ou la loupe par lequel on peut comprendre les transformations de la société québécoise. Ils vont se développer chacun de leur côté d'une certaine façon, mais on en voit encore des traces de ces deux tendances fondamentales que vous décrivez en 1930. Le titre de votre ouvrage, c'est « La première révolution tranquille », vraiment une expression que vous empruntez et que vous faites partiellement vôtre, tirée d'un ouvrage de Fernand Dumont, le très célèbre sociologue, professeur à l'Université Laval. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi cette période est-elle une première révolution tranquille, selon vous? Bon, alors moi, je me suis donné comme défi dans ce livre-là de tester un peu de cette manière, l'hypothèse de Dumont qui dit, moi, je n'ai pas examiné le mouvement ouvrier. C'était complètement absent de ses études. Alors, je pense que ça a été le moment de mise en place des deux grandes classes sociales, la bourgeoisie industrielle et la classe ouvrière, qui vont devenir les grands acteurs de la société moderne et du développement du Québec par la suite. S'il fait référence à la révolution tranquille, c'est que nous, au Québec, nous avons une révolution tranquille dans les années 60 et c'est pour faire un rattachement au fait qu'il y a eu continuité de la préparation de cette révolution tranquille dans les années 60. Les acteurs qui deviennent les principaux intervenants des années 60, comme l'État, le rôle de l'État, et la disparition presque complète de l'Église catholique. Il y a un mouvement dans les classes sociales, mais elles étaient déjà en émergence dans les années 30, au moment de la deuxième industrialisation de la société canadienne et québécoise. Alors, je la fais mienne, mais je pense qu'elle n'était pas si tranquille que ça. Je crois que la turbulence et la confrontation idéologique a été extrêmement dure. Cependant, sur le terrain de la pratique syndicale, les deux organisations se sont rencontrées d'une certaine manière et Alfred Charpentier, qui était le président de la CTCC en 1935, va peu à peu abandonner le corporatisme social inscrit dans la doctrine sociale de l'Église parce qu'il se dit nous ne pouvons pas, au-delà d'une certaine collaboration de classe, il y a des limites et il faut passer au rapport social capital-travail, entre le capital et le travail, d'une manière beaucoup plus offensive que ce que le proposait le corporatisme social. Alors, disons que c'est une révolution pas si tranquille que ça. Et combats idéologiques qui ont mené par leur évolution jusqu'à notre situation aujourd'hui en 2020. Alors pour bien connaître justement cette vision et cette histoire et cette continuité qui existe dans l'histoire du 20e siècle, j'invite vraiment nos téléspectateurs à se procurer ce livre, La première révolution tranquille, publié chez l'éditeur Del Busso. Céline Saint-Pierre, malheureusement c'est tout le temps que nous avions. J'invite nos téléspectateurs à ceux qui voudraient poursuivre vraiment
cette conversation sur le podcast Parésia, où il y a un épisode entier d'1 heure consacré à une conversation entre vous et moi, justement sur ce thème et sur votre livre de la première révolution tranquille. Pour le bénéfice de nos auditeurs, je rappelle que vous êtes Céline Saint-Pierre, professeure émérite du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, et vous avez notamment été impliquée au sein du Conseil supérieur de l'éducation du Québec de 1997 à 2002, où vous avez œuvré en tant que présidente de ce conseil. Alors, Céline Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. De notre côté, on va aller voir un épisode de la série de reportages à la découverte du patrimoine. Aujourd'hui, on se rend à la Minerve, à la découverte des chemins de croix. Mon nom est Michel Allard, je suis historien. La Minerve a été fondée dans ce qu'on pourrait appeler la deuxième phase de la colonisation, et en particulier avec le curé Labelle. Le curé Labelle qui se promenait le long de la rivière Rouge et autour, et qui à un moment donné, a voulu fonder des paroisses. Or, il s'est promené un peu partout, et puis à la Minerve, il a planté une croix. Et il faut dire que planter une croix, ça voulait dire qu'on prend possession du territoire. Or, c'est ce que le curé Labelle a fait. Dans le fond, quand on regarde comme il faut, il y avait deux grandes raisons qui amenaient les premiers colons à s'établir dans une région comme ici. D'abord, on ne voulait pas qu'ils s'en aillent vers les États-Unis et devenir anglophones. Et d'autre part, il ne faut pas oublier qu'au début du siècle, il y avait la tuberculose. Or, la tuberculose, c'était une grande épidémie et on conseillait à ceux qui avaient la tuberculose d'aller dans un endroit, dans les montagnes, où l'air était sec. Et ils pouvaient à ce moment-là guérir. C'était le seul moyen. Or, on sait qu'à la Minerve, il y en a quelques-uns qui sont venus s'installer ici à cause de ça. La Minerve est devenue une municipalité qui compte beaucoup de lacs. C'est une des municipalités qui compte le plus de lacs. Et aussi celle qui, dans les Laurentides, compte le plus de chemins qui sont patrimonialisés. Alors, c'est pourquoi il y a un intérêt à la Minerve et aux croix de chemin. Vers les années 1000, ce sont des moines qui étaient installés, des moines celtes qui étaient soit au Pays de Galles, soit en Irlande, qui ont amené ça en France. Et les croix de chemin étaient des sanctuaires. Maintenant, quand est-ce que c'est arrivé au Canada? Bien, rappelons-nous Cartier. Alors, Cartier, qui est le premier qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il plante à Gaspé une croix. On y a un deuxième groupe de croix de chemin qu'on a. C'est des croix de chemin pour commémorer que lorsqu'ils ont eu l'année sainte au Québec, en 1950, presque dans chaque municipalité, on avait une croix pour commémorer l'année sainte. Et ici, dans la région, à Sainte-Adèle, lorsque c'était le 75e anniversaire, on a planté une croix sur la montagne. Et la même chose à Montréal. On a planté une croix pour commémorer l'anniversaire de la Fondation de Montréal. Alors donc, si vous voulez, c'est la deuxième utilité. Il y en a une troisième. C'est un lieu de dévotion publique. Donc, on se réunit pour pouvoir prier. Il y a des croix qu'on fait pour un ex-voto, c'est-à-dire pour remercier le ciel pour une grâce ou une faveur qu'on a obtenue et qu'on ne pensait pas obtenir. Et finalement, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? C'est que les croix de chemin, on en quoi? On en trouve où? Dans les campagnes. Or, quel est l'ennemi numéro un d'un cultivateur? C'est la température, c'est le froid. Or, ça veut donc dire que les croix de chemin sont supposées protéger les champs. Et au Québec, il faut dire qu'actuellement, il en reste entre plus de 2000. On ne s'entend pas tout à fait sur le chiffre exact, mais il y en a plus de 2000 qui existent encore. En 1920, qu'est-ce qui arrive? Une épidémie. On est habitué aux épidémies. Une épidémie de sauterelles. Alors, qu'est-ce qu'elles font, les sauterelles? Elles mangent les récoltes. Alors là, le curé Leclerc a proposé à ses paroissiens de faire une neuvaine. Ils vont faire une neuvaine au Sacré-Cœur. C'est-à-dire que tous les soirs, on se réunit et on prie.
Et il leur a dit, vous promettez que si les sauterelles sont parties à la fin de la neuvaine, dans chaque rang, vous allez élever une croix. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Au bout de la neuvaine, les sauterelles sont disparues. Et c'est là, à ce moment-là, que dans chaque rang, on a eu une croix. Et ce sont les habitants, si vous voulez, les cultivateurs de ce rang-là qui s'en occupaient. Et aujourd'hui, il en reste encore 9. Et pendant longtemps, c'était des personnes qui s'en occupaient, mais encore aujourd'hui, mais depuis un certain temps, la municipalité et certaines personnes, dont M. Paradis et Mme Durand, on travaille à ce que conserver ces croix-là et les remettre en état. Donc, ce qui est particulier, dans les Laurentides, dans la MRC des Laurentides, on a trouvé 34 croix de chemin, dont 18 sont patrimoniales, et il y en a 9 qui sont ici à la Minerve. Alors, on peut donc dire que la Minerve, c'est le pays des croix de chemin. Ici, à la Minerve, on en trouve 2 grandes catégories. Il y a d'abord la croix simple. La croix simple, c'est simplement une croix avec un cœur. Lorsque la hampe et la traverse se rencontrent, et aussi, il y a certains rayons qu'on met autour. Pourquoi? Parce que le Sacré-Cœur est supposé nous illuminer. C'est lui qui rayonne sur nous. Donc, si vous voulez, ça, c'est le type de croix le plus simple. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les croix des instruments de la Passion. Alors, les croix d'instruments de la Passion, on retrouve ce qui a servi lorsque le Christ est mort. D'abord, il y a la lance avec l'éponge. On a une échelle, parce que quand Jésus-Christ est décédé, il fallait le descendre. Donc, on a pris l'échelle. Il y a des marteaux, des clous, parce qu'on y a sur la croix, on y a planté des clous. Et de la lance. Par exemple, on va trouver des fois INRI. Ça veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est l'insigne que Ponce Pilate avait fait planter sur la croix. C'était une tradition à l'époque. Ensuite, on trouve aussi des fois en bas de la croix. En bas de la croix, on trouve une espèce de petite niche. Et souvent, c'est une statue de la Sainte Vierge. Pourquoi la Sainte Vierge? Parce que, dit-on, quand Jésus-Christ était sur la croix, elle priait avec Marie-Madeleine aux pieds. Et finalement, en haut complètement, on a un coq. Un coq, c'est quoi? Un coq, ça représente d'abord l'espérance. Ça représente la résurrection, pas uniquement de Jésus, mais la résurrection des corps. Alors, si vous voulez, c'est les principaux, si vous voulez, ornements ou ornementations qu'on retrouve sur une croix. Le patrimoine, ça nous permet d'avoir la mémoire du temps, de savoir que si on vit d'une telle façon aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y en a qui sont venus avant nous autres. Il y en a qui ont vécu d'une façon, et nous, on fait simplement continuer. Et ce qu'on fait, ça va servir à d'autres qui vont venir après nous autres. Sans le passé, nous ne serions pas ce que nous sommes. Et sans le passé, nous ne saurions pas qui nous sommes. Et maintenant, bien, la municipalité, par l'intermédiaire de Mme Durand, en a fait un rallye, c'est-à-dire une rallye, une promenade, si vous voulez, de croix de chemin à croix de chemin. Or, tout ça ensemble, ça veut donc dire qu'il y a sûrement, ici à la Minerve, un attachement passé et un attachement présent aux croix de chemin, et sans doute un attachement pour le futur. Parce que faire connaître les croix de chemin, c'est faire connaître, en fond, une partie de l'histoire de la Minerve. Et ça va être sans doute un moyen qui permettra aux habitants de la Minerve et de l'extérieur de mieux comprendre l'histoire. J'espère que les gens vont être très nombreux à venir regarder cette chose ou l'admirer, qui est quand même particulière au Québec et particulière à la région. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur ce thème de l'histoire du Québec et pour nous en parler, nous avons avec nous Jules Racine Saint-Jacques. Bonjour.
Bonjour. Jules Racine Saint-Jacques, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du Québec contemporain. Vous êtes actuellement agent de recherche à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec et auteur de ce livre dont j'aimerais bien parler avec vous aujourd'hui, Georges-Henri Lévesque, Un clerc dans la modernité, publié aux éditions du Boréal. Alors, pouvez-vous d'abord nous présenter Georges-Henri Lévesque? C'est un personnage important de la vie et de l'histoire du Québec contemporain, prêtre dominicain. Pouvez-vous nous présenter qui est Georges-Henri Lévesque? Oui, Georges-Henri Lévesque, d'abord, est né sous le nom d'Albert en 1903 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Roberval plus précisément, et il a traversé le siècle, le 20e siècle en fait. Il est mort en l'an 2000, donc par sa vie même, par sa longévité, son existence coïncide un peu, on peut le dire, avec le processus de modernisation du Québec au 20e siècle. Bon, vous l'avez dit, il était dominicain, il a fondé la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, il a été aussi un ardent promoteur du coopératisme, et c'est aussi quelqu'un qui a été beaucoup investi dans la culture au Québec et au Canada plus largement, à travers notamment la commission Massé sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences au Canada. Donc, une vie très active, un entrepreneur intellectuel, si on veut, un intellectuel clérical, d'abord et avant tout. Dans votre livre, vraiment, vous dressez un parcours à la fois de sa vie, de ses engagements, à la fois intellectuels à travers la sociologie, ses études en Europe, la fondation de la Faculté des sciences sociales, jusqu'à, comme vous l'avez mentionné, tous ces engagements au niveau peut-être politique ou culturel, pourrait-on dire. Alors, j'aimerais parcourir un peu certains éléments que vous manifestez et vous soulignez dans votre livre. Commençons peut-être par son engagement au niveau intellectuel, sa vision de la sociologie. Pouvez-vous nous dire comment, justement, le père Georges-Henri Lévesque a-t-il réussi à faire le pont entre l'ancien Québec et le post-Révolution tranquille à travers sa vision intellectuelle? Oui, c'est véritablement un médiateur entre l'ancien et le nouveau, vous le dites très bien. C'est quelqu'un qui a agi sur plusieurs fronts dans son existence, dans son engagement intellectuel. Le front social d'abord, où il s'est affairé à distinguer le temporel et le spirituel, essayer de concilier ces deux termes irréconciliables, si on veut, de la modernité. C'est aussi quelqu'un qui a fait des efforts de distinction et de conciliation sur d'autres plans, sur le plan économique, de chercher à concilier l'intérêt individuel avec le bien commun à travers le coopératisme. C'est aussi quelqu'un qui s'est efforcé de distinguer entre science et religion, mais de concilier la foi et la raison dans son entreprise, je dirais, académique, universitaire, à la Faculté des sciences sociales. Et enfin, sur le plan culturel, c'est aussi quelqu'un qui a cherché à réunir le nationalisme et le fédéralisme qui s'opposaient, je dirais, dans les années 50, à l'intérieur d'un humanisme chrétien, qui est une vision qui lui semblait plus porteuse d'avenir pour le Canada. Bon, on l'a dit, Georges-Henri Lévesque, ce père dominicain, a œuvré énormément à la modernisation. C'est un homme médiateur, comme vous l'avez dit, un pont entre l'ancien et le Québec moderne. Au niveau de la société, on le sait, on caractérise souvent la Révolution tranquille comme étant un rejet du religieux. Et il apparaît un peu étrange de voir comment un père dominicain aurait pu, lui, participer et être le promoteur de ce rejet du religieux. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de distinctions à faire et d'explications à apporter. Pouvez-vous nous dire un peu comment le père Georges-Henri Lévesque a-t-il collaboré, a-t-il œuvré pour l'avènement du Québec moderne? Oui, bien, particulièrement en ce qui a trait à la sortie religieuse de la religion qu'il proposait, je pense que son parcours mérite qu'on s'y arrête. Effectivement, il y a quelque chose d'un peu surprenant, paradoxal de voir un prêtre, comme on l'explique dans le livre, là, développer une pensée qui favoriserait la laïcité dans l'espace public. Mais c'est bel et bien ce que le père Lévesque a fait, puisque par sa position même de religieux, de dominicain, il se plaçait un peu à la frange du clergé entre les élites bourgeoises instruites qu'il fréquentait à la Faculté des sciences sociales notamment,
Et le cœur de ce qu'on a retenu comme étant l'Église, mais l'étude du Père Lévesque, c'est aussi l'étude d'une autre Église, hein, une autre Église qui se faisait aussi jour à cette époque-là, l'Église de la participation des laïcs, par exemple, à travers les mouvements d'action catholique, une Église progressiste, j'ai envie de dire, qui était consciente que la chrétienté ne vivrait pas encore très longtemps au Québec dans le triomphalisme d'une Église qui cherchait à s'immiscer dans les moindres recoins de l'existence humaine. Et pour lui, ce qu'il a défendu à travers l'affaire qu'on désormais célèbre là, de la non-confessionnalité des coopératives, hein, qui a eu lieu dans l'immédiate après-guerre, donc en 1946, un débat qu'il a opposé à une part conservatrice, j'ai envie de dire, de l'épiscopat québécois. Pour lui, ce qui était important dans ce combat-là, c'est de reconnaître un espace de liberté aux laïcs dans des sphères à l'intérieur desquelles l'Église n'avait pas avantage elle-même à s'investir, des sphères économiques notamment. Il n'y avait pas une telle façon catholique pour lui de produire des patates. Hein. On était une coopérative qui pouvait vivre, oui, selon des préceptes religieux, selon des préceptes chrétiens, mais sans avoir à s'afficher nécessairement comme une coopérative catholique. Et pour lui, c'était très important de faire la distinction donc entre la neutralité religieuse, qui était tout aussi inacceptable, et la confessionnalité, l'affichage donc extérieur de la foi. L'Église gagnerait, selon lui, à réinvestir ses énergies dans une foi vivifiée de l'intérieur, une foi qui serait peut-être moins expansive, moins démonstrative, mais une foi qui serait plus intelligemment vécue, justement, de l'intérieur. Et ça commençait pour lui par la sphère économique, par les coopératives, un débat qu'il a lancé donc en 1946 et qui va lui coûter 2 procès devant les autorités romaines. En terminant, quoi retenir aujourd'hui, nous qui sommes en 2020, quel est l'héritage du Père Lévesque pour la société québécoise? Chez le Père Lévesque, on ne l'a pas abordé, mais un combat pour la liberté universitaire, la liberté de penser, le financement des universités, donc un combat qui a encore une résonance à l'heure actuelle. Il a mené des combats aussi sur les plans épistémologiques, hein, sur le plan de la liberté de savoir, de connaître, indépendamment des dogmes de l'Église. Donc, indépendamment du regard normatif, il faisait une distinction très nette entre le normatif et le positif, entre l'idéalisme de l'Église et le positivisme de la science. Donc, tout ça perdure encore. Ce sont des questions qu'il a posées et qui demeurent encore à dénouer encore de nos jours. On le voit là, avec l'obscurantisme de certains groupes anti-vaccins et autres qui percolent dans la société. Et on pense également à la question de la liberté intellectuelle dans les universités qui a refait surface récemment dans l'actualité. Jules Racine Saint-Jacques, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes historien spécialiste de l'histoire du Québec contemporain et vous êtes actuellement agent de recherche à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec et auteur de ce magnifique ouvrage que j'invite nos téléspectateurs à se procurer et à lire, puisque justement pour bénéficier de tout le patrimoine intellectuel que ce père nous a légué, Georges-Henri Lévesque, Un clerc dans la modernité, publié aux éditions du Boréal. Alors, Jules Racine Saint-Jacques, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Denis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.